Je m'appelle Quentin Sancier, actuellement je gère la chaîne YouTube Sur le Champ. Au niveau de ma formation, de mon parcours, en fait, à l'origine, je suis un ingénieur roboticien spécialisé dans la théorie du contrôle. Donc je suis passé par les grandes écoles, puis un master en théorie du contrôle à Zurich. Mais depuis, je me suis orienté vers la chaîne YouTube. Je suis même en train de faire un master en histoire pour me confronter un peu plus au travail d'historien, même si c'est limité. Et aujourd'hui, je me définirais plutôt comme un vulgarisateur en histoire militaire, du coup. Concrètement, il y a plusieurs étapes, sachant qu'en plus, je travaille sur plusieurs vidéos en parallèle pour pouvoir mélanger les étapes. Quand j'en ai marre d'une, je passe sur l'autre. La première étape, c'est déterminer ce dont je veux parler. Comme j'utilise des batailles ou des campagnes pour illustrer des concepts historiques, soit j'ai un concept que je veux illustrer, je vais chercher la bataille, soit j'ai une bataille et je vais chercher quel concept elle peut illustrer. Derrière, c'est le sourçage, donc faire une biblio, essayer de trouver ce qui se dit, essayer d'être un minimum à jour, parce que plus on va dans le contemporain, plus en fait il y a des remises en cause régulières de ce qu'on peut en dire. Après, écriture. Donc là, c'est là que j'écris le personnage au fond, le personnage devant, la voix off. Je planifie un peu tout. C'est là que je commence à me faire une image de ce que je vais montrer, mais je ne sais pas encore exactement ce que ça va être. Après le tournage, ça se fait en une journée, c'est direct. Et puis le montage. Donc là, c'est là que je me pose vraiment les questions de représentation, de choses comme ça. Et donc pour les cartes, en général, j'ai fait ma recherche pendant mes recherches bibliographiques, de qu'est-ce que je vais pouvoir montrer. Il y a clairement des batailles où, comme on ne sait pas du tout où c'était, j'accepte que je vais faire quelque chose d'illustratif. Et il y en a d'autres où je trouve une carte, en fait, quelque chose, et je vais la rendre plus lisible, ou essayer de chercher. Vu que j'ai un angle, vu que j'ai un point de vue sur la bataille, je vais mettre en avant certains éléments sur la carte pour pouvoir aller vers l'essentiel de ce que je veux dire. J'utilise des batailles ou des campagnes pour illustrer des concepts. Donc il y a plusieurs choses qui avancent en parallèle. Déjà, je considère que il faut avoir un certain nombre de concepts en tête, de concepts historiques, pour pouvoir suivre la suite. Un exemple typique, c'est là, je vais enfin m'attaquer à la Première Guerre mondiale. Ça me paraissait impossible d'en parler sans avoir discuté de ce que c'était que l'art de la guerre napoléonien, qu'est-ce qui va laisser pour comprendre la genèse de la pensée de l'offensive à outrance, pour ensuite arriver à comprendre qu'est-ce qui va nous amener à la tranchée. Et finalement, en fait, 1914, ça va être un truc très particulier, où je vais être obligé d'en parler, parce que sinon, on va pas comprendre la tranchée. Et finalement, si tu comprends pas le choc qu'il y a eu, tu peux pas comprendre la tranchée. Enfin, j'ai l'impression. Donc ça, c'est le premier chemin. Le deuxième, ça va être une époque, un moment, quelque chose d'un peu particulier. Si j'ai un masterand ou un thésard qui me contacte pour me dire écoute, j'ai une bibliographie pour toi sur tel thème, c'est en train de se renouveler, je vais sauter dessus. Ça ne me gêne pas du tout d'y revenir. Mais dans l'idée, c'est j'essaie d'avancer avec le public sur des concepts pour aller de plus en plus vers du technique et qu'on sache ensemble de quoi on parle. Et en même temps, je découvre d'autres espaces, je profite de certaines occasions pour parler même de choses un peu particulières. L'esprit de corps, j'ai eu les Catalans, ça s'est présenté et j'ai dit ok, on va faire ça. C'est la grande question. Ça fait du coup quelques années que j'y réfléchis, même si c'est passivement, je ne suis pas tout le temps dessus. Je me prends un peu la tête parce qu'en gros, je te cache pas que moi je veux pas faire non plus du putaclic gratuit, en mode c'est incroyable, on va faire une analyse de bataille. Je veux dire, le cinéma en soi ne me présente jamais de bataille réaliste, donc a fortiori les batailles fictives, ça va pas le faire. Mais du coup, il y a un peu une question de qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer, qu'est-ce qu'on va pouvoir en apprendre, soit dans l'image qu'on se fait nous d'un combat, qui soit médiéval pour les univers fantastiques médiévaux, ou qui soit d'ordre conceptuel ou philosophique. On pourrait penser à Star Wars. Enfin, l'exemple typique, ça va être Seigneur des Anneaux Star Wars. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment on peut... Seigneur des Anneaux, j'ai bien envie d'essayer de creuser le côté comment écrivait Tolkien et sur quoi il s'est basé. Par exemple, à Maldon, on sait la bataille de Maldon que Tolkien il s'est basé dessus. Comment je vais pouvoir tirer ça? J'ai pas encore amené ça au bout de ma réflexion, j'ai pas encore l'impression d'arriver à en parler. Mais quand j'y arriverai, je le ferai.
En fait, c'est ça, je suis pas convaincu pour le moment. Alors pour les entretiens, il y a un aspect un peu particulier. Bon, comme je te disais au début, j'aime bien dire que je suis un vulgarisateur, donc je suis pas un créateur de savoir, genre jamais. Ou alors c'est que j'ai fait un travail spécifique d'historien et c'est pas la partie vulgarisation. Donc il y a un moment où ça me paraît intéressant de me présenter les gens qui créent ce savoir. Alors faut pas non plus se pencher exclusivement sur les professeurs, les grands noms. Il s'avère qu'Hervé Drévillon, c'était quand même un ponte dans l'histoire militaire, ça s'est présenté, mais on pourrait parler de masterants ou de doctorants qui font avancer aussi dans leur sujet de manière très spécifique. Donc il y avait un côté donner la parole à ceux qui créent ce savoir pour aussi voir ce qu'il y a derrière, essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne, pourquoi l'université, pourquoi ces études, tout ce budget, ça ne sort pas de nulle part. Ça ne sert pas à rien, c'est intéressant et il y a leurs livres à aller voir. D'ailleurs, je suis en train, moi, de réfléchir à comment le mettre plus en avant dans mes vidéos aussi. C'est un peu plus nommer les gens, un peu plus nommer les livres, des choses comme ça. Parce que malheureusement, les gens ne vont pas voir ma bibliographie régulièrement. Pour ce qui est des collaborations, avec Scherzando par exemple, ça s'est un peu présenté, c'est moi qui faisais mon truc dans mon coin, et tout à coup je me suis dit, mais merde, il y a un truc dont je connais rien, et il s'avère que Scherzando c'est son domaine. Moi, je l'ai contacté, je la connaissais pas particulièrement, elle dit oui parce que sur YouTube on est tranquille, enfin on va dire entre gens qui se reconnaissent. Du coup il y a un peu ce côté que YouTube a ouvert cette vulgarisation dans tous les domaines, dans des trucs spécifiques, et en fait, tu es avec des gens qui sont passionnés et qui ont de la méthode. Donc autant permettre un peu les interfaces entre les matières, avoir ce côté pluridisciplinaire, enfin vraiment intéressant, où tout à coup tu dis, bah ouais, moi je fais de l'histoire militaire, sauf que là, j'ai un point où on peut faire de l'histoire de la musique populaire, et ben, allons-y quoi. Ça permet d'ouvrir un peu les horizons aussi pour les gens qui sont intéressés par ce que je raconte. Oui, il y aura d'autres vidéos sur les wargames. C'est pas pour rien en fait que j'ai fait la vidéo sur les méthodes, la méthodologie et le wargame. C'est parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait pour expliciter la démarche. Donc on en refera, ça c'est clair. On pense aussi, puisque là pour le coup je suis pas tout seul, on pense aussi à essayer de faire des campagnes. Donc là, pour montrer un aspect général dans la bataille, mais qui a aussi derrière la tête ce qui va se passer en dehors, ce que le wargame cache en général quand tu fais qu'une bataille. C'est un peu facile de sacrifier toutes tes troupes dans cette situation. Mais après, pour faire découvrir des conflits, je ne sais pas encore. Ça peut se présenter notamment pour tout ce qui est plus contemporain. Enfin moi, typiquement, je disais, je me sens pas trop prêt d'aller au-delà de la guerre du Vietnam parce que j'ai pas l'impression qu'on a un recul historique suffisant, mais par contre, en fait, pour les conflits d'après, on peut peut-être faire ça. C'est pas à l'ordre du jour, de toute façon, rien qu'avec la situation du Covid, on a dû un peu lever le pied, on n'a pas pu en faire d'autres, donc ça reprendra quand on pourra, quoi. J'aime bien le format documentaire. Déjà, je me suis éclaté à faire le truc sur les barricades. J'ai appris plein de choses, même d'un point de vue personnel. En fait, le bon côté des documentaires, il y a quand même une faille dans mon approche de présentation de l'histoire militaire quand je fais une leçon, une bataille ou campagne, c'est qu'à la fin, je ne peux pas faire d'études un peu globales, un peu holistiques d'un phénomène. C'est quoi l'honneur dans l'histoire militaire? Là, je ne peux pas faire une bataille et dire voilà, on a fini. Il y a un peu des questions particulières qui vont se poser. Du coup, de ce point de vue-là, en fait, les documentaires, ça ouvre vraiment des perspectives où là, on dit on arrête de faire de l'opérationnel, on arrête de faire presque du war studies et on passe dans un aspect plus historique, global, où on peut traverser des époques, on peut traverser des espaces, mais on se donne un angle, un mot, quelque chose comme ça. Et ça permet aussi d'ouvrir un peu des choses. Moi, je pense typiquement la guérilla ou tout ce qui est conflit insurrectionnel ou contre-insurrectionnel. Bah, aujourd'hui, moi, je voudrais faire des vidéos leçons conflit insurrectionnel contre-insurrectionnel, mais finalement, c'est pas possible tant qu'on n'a pas compris ce que c'était que la guérilla, ce que c'était que ce mot, et même l'histoire du mot. Bon, bah, ça me paraît intéressant de passer par un documentaire, la guérilla, naissance de la guérilla en tant que concept, et du coup, à quel point ça existait avant que le concept existe, mais bon, c'est comme ça, et comment il a évolué par la suite.
Moi, ça me paraît intéressant. Et comme ça, après, on peut développer. Alors, le label Hérodote, c'est une idée qu'ont eu 2-3 youtubeurs et qui ensuite m'ont contacté pour qu'on les rejoigne. Enfin, ça s'est construit petit à petit. L'idée, en fait, c'était de dire, bon, bah écoutez, on a la même passion, on a une envie d'avoir une certaine méthode, on citait nos sources, avoir un angle propre et essayer de vulgariser. Il y a ce côté vulgarisation. Et du coup, en fait, ça s'est bien construit parce que ça permet de sortir un peu de son isolement. Le travail d'un youtubeur, en fait, est assez solitaire. Et moi, j'ai tendance à dire, moi, j'ai pas vertu à être vertueux personnellement. Il y a potentiellement un moment où je vais écrire une connerie, soit sans faire exprès, soit parce que là, j'en ai marre, j'ai plus envie d'aller plus loin. Et il s'avère qu'en fait, nous, par exemple, on a mis en place des systèmes de relecture entre nous. Bon bah, ça fait un peu peer reviewing comme dans les revues scientifiques ou historiques. Bon bah là, il y a du répondant. Ça, c'est pas assez précis. Il faudrait que tu y reviennes. Moi, j'ai lu quelque chose d'autre. Ça force à solidifier son propos. Et en fait, après, du coup, on a une énergie un peu en commun qui permet de sortir du truc. Quand il y en a un qui a un petit coup de mou, qui se sent pas bien, bah, il peut en parler. Quand on a des questions ou des débats même sur comment on approche une historiographie, c'est quoi l'histoire ou des choses comme ça, on peut en parler entre nous. Maintenant, ce qui reste à développer, c'est un peu les activités communes avec le public. Donc ce côté, faire des lives pour justement parler de ces questions un peu de fond sur l'histoire en tant que matière. Et puis, mais du coup, c'est vraiment un truc qui nous permet, nous, non seulement de jouer un peu sur la visibilité, mais aussi de se tenir les coudes, même en privé, quoi. Alors déjà, je t'avoue que je ne l'attendais pas nécessairement, parce qu'à l'origine, moi, j'ai lancé cette chaîne YouTube d'un point de vue personnel. C'était juste pour moi continuer à faire des vidéos, parce que j'avais aimé faire ça. Et ça a pris parce qu'en fait, il y a un intérêt, des choses comme ça. Donc, bah moi, dans le futur, c'est toujours aller plus loin. Déjà, essayer d'aller plus vers le contemporain, traverser cette première et cette seconde guerre mondiale pour arriver à en parler parce qu'il y a plein de choses à dire. Essayer de continuer à avoir, à améliorer cet aspect bibliographique et mise en avant des sources. Et puis après, en fait, va y avoir tout ce qu'il y a comme activité à côté. Donc moi, j'essaie de faire un master maintenant, un mémoire donc sur mon thème, et puis pourquoi pas des vidéos dessus, pourquoi pas un bouquin, mais ça, ce sera partie historien. Essayer de travailler sur comment on peut améliorer la vulgarisation ensemble, essayer de travailler sur comment faire de la guerre un objet collectif, commun, voire politique pour en parler, pour essayer de se réapproprier le truc, parce que ça a un peu disparu de nos écrans, sauf que ça a encore lieu aujourd'hui, on est encore en guerre. Et je parle dans le sens primaire du terme, on a des opérations extérieures et malheureusement on s'y intéresse peu. Et quand on s'y intéresse, c'est plus à travers des tabloïds ou des trucs qui rendent le phénomène assez incompréhensible. Des choses comme ça. Et puis après, le dernier point, moi, qui m'amuserait, serait faire un peu d'événementiel où, là, pour le coup, je me pose des questions sur essayer d'organiser des festivals. Alors pas nécessairement de reconstitution, mais pour permettre aussi aux historiens de faire de l'histoire expérimentale avec plus de personnes, et en même temps en profiter pour faire des conférences, des trucs sympas aussi pour les gens. Moi je me dis, est-ce que c'est possible pour des historiens? Moi je suis en train d'en parler avec des thésards. Est-ce que c'est possible pour des historiens, si je leur donne 2000 personnes, de faire des tests de dynamique de groupe qu'on a du mal à se représenter sur différentes époques? Ça pour le coup... si on peut mettre ça en place, c'est cool, quoi.